Tout à fait, mais je vous propose peut-être, excusez-moi, donc que chacun puisse répondre à la fois sur les outils qu'il met en pratique, effectivement, en termes de préparation, et puis en termes de réparation aussi, peut-être. On va démarrer par vous, Marianne. Alors, chez SF, on a un séminaire d'intégration pour les nouveaux, dans lesquels on fait justement ces exercices dont vous parlez, d'apprendre à repérer quels sont les stresseurs, comment on peut essayer de les diminuer, comment on peut augmenter les ressources. C'est un séminaire d'intégration que je termine aussi avec une séance de relaxation, avec une technique très simple de respiration qui est très facile à apprendre, que très bientôt ils auront en MP3 sur leur clé pour partir avec sur le terrain, mais qui est une technique qu'on peut pratiquer seul et qui permet vraiment de réduire le niveau immédiat de stress et aussi le niveau de fond. Voilà. Dans la prévention, après ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire avoir déjà un contact avec le potentiel, avec les différents intervenants qui vont pouvoir soutenir, je pense que c'est quelque chose d'important. Et votre question, c'était la réparation. En termes de soutien émotionnel, c'est des interventions immédiates, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les 48 à 72 heures, pour faciliter l'expression émotionnelle, parce qu'on sait qu'elle peut permettre de diminuer les risques de trauma, enfin de symptômes post-traumatiques, ça c'est pas très clair, mais en tout cas qu'on peut informer les gens très rapidement pour les aider à consulter par la suite, etc. Mais effectivement, on ne réduit jamais complètement le risque. Je pense que c'est aussi toutes les mesures dont vous parliez tout à l'heure, faire aussi attention à la charge de travail quotidienne, parce que quand on a des expats, et pour revenir à ce que vous disiez, la question du burn-out aussi, qui est une vraie question chez les humanitaires, il y a une espèce de culture peut-être le terme va vous choquer, mais du martyr, quoi, c'est-à-dire on va sauver des enfants, donc c'est pas grave si on se crame, voire il faut qu'on se crame pour être de bons humanitaires, il faut qu'on rentre en n'ayant plus du tout de ressources, et on accepte, voire on inflige des charges de travail considérables, et ça c'est aussi des mesures RH, une prise en compte plus vaste qui permet de prévenir tout ça, quoi. Madame Abichère, on se crame aussi au CICR? On se crame aussi. On essaye de tout faire pour prévenir justement aussi. Bon, évidemment, pour une charge de travail, quand il y a une urgence, tout le monde est prêt à travailler 12-14 heures par jour, 7 sur 7, et les gens ne se crament pas. Hein, je veux dire, là, vraiment, c'est légitime, à quelque part, de travailler autant d'heures. Par contre, si on le fait sur des mois et puis on ne travaille plus dans l'urgence, et bien là, cette charge de travail devient au niveau illégitime et du coup les gens ne se sentent pas valorisés par leur travail, pas respectés et là à la longue risquent de se cramer. Dans les outils que vous proposez alors les outils, donc on suit les gens à distance, donc les gens quand ils sentent justement qu'ils vont moins bien sur le terrain, ils nous contactent et là on évalue et on les soutient à distance. Ensuite il y a le débriefing systématique chez nous à la fin de mission, donc personne n'est stigmatisé en venant nous voir. Et là, on identifie en fait la difficulté de mission et on reste en contact même après la mission. Donc si on voit que c'est une mission particulièrement difficile, on les prépare aussi à la réintégration dans la famille et on leur dit à quoi faire attention et on reprend contact, ou ils reprennent contact avec nous 2 semaines après et là on réévalue et on continue à les suivre. Par rapport à la réparation, votre question de tout à l'heure, après des incidents graves, donc uniques, quelque chose qui se passe sur le terrain, donc là, on met en place un diffusing en fait, immédiat par les pairs. Et ce qu'on a vu justement, c'était important, si c'est les bonnes équipes, de garder les gens ensemble sur place. Donc, de ne pas les extraire comme ça du jour au lendemain et de les ramener chez eux. Donc, on a vu que c'était vraiment un facteur très, très important de leur permettre un atterrissage plutôt en douceur, de leur permettre d'être ensemble, de se tenir les coudes. Et ensuite, en fonction du type de l'incident, d'envoyer quelqu'un de neutre qui n'a pas été affecté externe pour faire un débriefing sur place, ou bien alors après, progressivement de les faire rentrer et de les voir ensemble en équipe ou individuellement et d'initier après un suivi. Médecins sans frontières, et ensuite on reviendra vers vous. Oui, alors il y a eu un grand débat à MSF sur la systématisation d'un entretien avec le psy. Voilà. Donc c'est un entretien avec quelqu'un qui est psy, certes, mais on n'est pas forcément dans un débriefing psychologique proprement dit. Au moment du retour,
dans un début de travail de psychothérapie. Hein. L'idée, c'est de voir les gens. Et par contre, là où on est plutôt tombé d'accord, c'est qu'on a décidé de systématiser pour certains types de contextes qu'on a identifiés comme un peu plus à risque. Par exemple, en ce moment sur la Syrie ou sur des contextes un peu plus compliqués. Et finalement, juste pour vous donner un exemple, pourquoi la systématisation pour moi, sur certains types de contextes est intéressante, c'est que je me souviens que sur Haïti, où il y avait cette histoire-là que des gens s'occupaient des corps en fait. Enfin, il y avait après une épidémie de choléra, j'ai dû voir 25 personnes en systématisation au moment du retour, et là-dedans, il y a 20 personnes, ça n'a pas changé leur vie de me voir, ça c'est certain. On a eu une très bonne discussion, et par moments, ça a duré 5 minutes, mais voilà, au moins, on avait eu un contact visuel. Par contre, là-dedans, il y avait des gens qui étaient juste fatigués, mais effectivement, on va commencer à parler, faites attention, parce qu'il peut y avoir des effets dans les semaines qui viennent. Et il y a quand même certaines personnes qui ont rappelé, dans les 2 ou 3 semaines après. Et ils ont rappelé pour une raison, c'est qu'ils avaient vu quelqu'un, juste. Voilà, c'est autre chose que de donner un numéro de téléphone au cas où tu peux appeler un tel. Donc voilà, l'idée de la systématisation, quand même, elle est quand même là, c'est que avec quelqu'un quand même qui est hors cadre opérationnel, qui est dans un lieu un peu plus confidentiel, parce qu'il peut y avoir aussi une vraie difficulté à pouvoir parler à un membre du département RH ou à quelqu'un qu'on connaît professionnellement, parce que souvent il y a une croyance de ne pas être recontacté pour un nouveau départ. Et sur ces cas-là, effectivement, il y avait des gens qui avaient développé des symptômes de stress post-traumatique après coup. Donc après, il y a un travail qui est de raccueillir la personne et puis de référer, s'il y a un besoin de travail avec un professionnel sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment le travail au moment du retour. Par rapport aux outils, la gestion du stress en tant que telle, oui, effectivement, il y a des modules de gestion du stress, mais si on n'agit pas sur les causes, moi j'ai déjà vu des gens qui ont fait des modules de gestion du stress et ils sont arrivés sur des environnements complètement éclatés et ils avaient tout oublié de l'heure de formation. Donc, parce qu'on est dans une espèce de centrifugeuse totale et effectivement, dans tous les briefings de départ, ce sont souvent beaucoup d'informations et c'est souvent compliqué une fois qu'on arrive dans un groupe et qu'on doit se conformer à ces règles. Hein, quand on arrive sur une équipe terrain, on est obligé de se conformer à ça. Donc le travail, il est là. Il y a un travail quand même de prévention, de gestion du stress, mais l'idée, c'est vraiment plus d'accompagner les coordinateurs, encore une fois, les responsables de desk ou de cellules, ou les chefs de mission, pour qu'ils puissent un peu s'imprégner de certains outils, dont le diffusing, qui est, par exemple, un entretien, s'il se passe quelque chose de violent, qui permet quand même de désamorcer un peu les émotions au moment du retour. Ça, c'est des choses qu'effectivement, on essaie de transmettre au terrain et on essaie de les sensibiliser là-dessus. Monsieur Birinza. Oui, je voudrais... Au CICR, nous avons compris, grâce d'ailleurs, la question a été posée grâce à la psychiatrie française, grâce aux médecins du Val-de-Grâce, que ces principes de Salmon, qui est ce psychiatre américain qui était venu sur le front français voir quelle était la meilleure méthode pour soigner les blessés psychiques, il avait mis en place 4 principes: qu'il fallait être immédiatement au chevet du blessé, qu'il fallait être à proximité, qu'il fallait être simple et qu'il fallait lui donner de l'espoir à cette personne qui avait été blessée. Donc nous, on a été guidés par ça au CICR et on s'est dit, si on veut avancer, on va résolument, et là où je me retrouve un peu avec notre collègue de MSF, on va résolument démédicaliser le modèle. On va faire quelque chose qui va être transmis aux managers, aux coordinateurs, c'est ceux-là qui sont sur place, sur le terrain, pour répondre à la souffrance des personnes. Et c'est ceux-là qu'il faut former. Et le travail le plus passionnant que j'ai pu faire au CICR, ça a été de former ces cadres et de leur donner les outils pour identifier le stress de leur personnel et pour leur donner des moyens aussi de répondre à ce stress par des méthodes très simples. Et je suis heureux de voir que le CICR garde ce modèle parce que c'est, à mon sens, un modèle qui passe mieux que le modèle de psychiatrisation. Mais c'est vrai que là, à la différence des militaires, où le psychiatre militaire est parfaitement intégré à la troupe, je me souviens sur le mont Igman, quand on est à Sarajevo, il y avait toutes les tentes des militaires, puis il y avait la tente du psychiatre. Il était là avec les autres. Et pour ça, c'est important. Il faut qu'il soit il faut qu'il soit dans l'équipe, ce psychiatre. Si vous injectez un psychiatre de l'extérieur, pratiquement ça va à l'échec, presque toujours. Donc voilà ce que je voulais simplement dire, démédicaliser, dépsychiatriser, mais donner au cadre les éléments pour soigner, pour prendre en charge. Parce que j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que dans cette tournée des popotes que j'ai fait en ex-Yougoslavie, il y avait des délégations et des sous-délégations où c'était nickel, où tout allait très bien, où il n'y avait pas de stress.
Et curieusement, c'était celle qui était managée par quelqu'un qui avait du feeling, qui avait une humanité, qui avait une écoute, qui ne fermait jamais son bureau. Le soir, les gens venaient toujours parler vers lui. Et ça, c'était curieusement des délégations qui marchaient correctement. Donc ça m'a donné un signe qu'il fallait travailler sur les cadres. Patrick de Clairvoy, sur ces outils de réparation, on a évoqué les sas de décompression comme Chypre pour l'Afghanistan. On a évoqué le fait aussi d'être intégré même sur le terrain. Alors, bon, ça fait très longtemps que le dispositif est mis en place, mais pour vous parler des 3-4 innovations de ces dernières années, comme il y a le SAS de Chypre, ça fait 4-5 ans maximum qu'il y a le SAS de Chypre, pas 15 ans. Le premier, c'est qu'on entraîne tout le monde à repérer les PTSD. Et donc, systématiquement, on a validé nous, on fait à la méthode médicale, donc il y a des grilles, des échelles, des questionnaires, etc. Mais tout le monde passe les questionnaires. Le point qui nous donc, il y a aussi cet axe qu'on met en place, qu'on développe sur la prise en charge des familles. Et le point qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'on appelle les perdus de vue. Ce sont ces gens qui ont rompu avec l'institution qui les a envoyés en mission, mais je pense que vous avez les mêmes dans vos missions. Et c'est ce perdu de vue qui, depuis 5 ans, par exemple, n'a plus rien à voir avec la mission qu'il a faite, mais qui a les perturbations. Et savoir lui indiquer qu'il y a toujours un dispositif qui peut les accueillir. Et je crois que je l'avais reconnu dans cette salle, il y a Marc Saintot, qui a participé au groupe de travail où on a mis en place un numéro de téléphone vert qui s'appelle Écoute Défense. Et systématiquement, c'est ou un psychiatre ou un psychologue des armées qui gère l'appel téléphonique. C'est l'un d'entre nous et on répond à tous les appels que nous recevons. Très bien. Alors, il y avait 2 questions encore dans le public. Qui a le micro, là? Non? Philippe Richman? Non? Philippe Richman a demandé la parole, je crois. Voilà. Voilà le micro. Moi, j'avais 3 petites questions. Bon, d'abord, j'espère que vous aurez un petit peu de temps pour parler effectivement des personnels nationaux. On va en parler, Philippe. Vous allez en parler là maintenant. Moi, j'avais donc 2 petites questions. La première, j'ai été un peu surpris que vous n'évoquiez pas du tout un autre symptôme. C'est la question de la culpabilité. C'est la culpabilité des travailleurs humanitaires qui, sur le terrain, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils ne sont pas à la hauteur ou parce qu'ils n'y arrivent pas face à l'ampleur des tâches. Et moi, je l'ai vu sur certains de mes anciens étudiants, il y avait ce sentiment de culpabilité. Donc j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus et quel rôle ça peut jouer. Et la deuxième question, quelqu'un évoquait tout à l'heure, la responsabilité d'employeur. Donc, il y a cette question, effectivement, de la responsabilité de l'employeur. Moi, sur un plan à la fois juridique et de ressources humaines, il y a pour les travailleurs humanitaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, un droit de retrait. C'est-à-dire le fait que si, effectivement, ils estiment être dans un contexte où leur sécurité personnelle ou leur est compromise, ou le contexte est tel, ils ont un droit de retrait. Et je voudrais effectivement avoir votre point de vue là-dessus, dans les formations, dans la prévention. Est-ce que vous insistez ou non là-dessus? Parce que même s'ils ne l'exercent pas, le fait qu'ils sachent qu'ils peuvent l'avoir, c'est-à-dire que quelle que soit la hiérarchie, alors pour les militaires évidemment c'est différent, mais pour les travailleurs humanitaires, le fait qu'ils savent qu'ils puissent le faire, est-ce que ça ne joue pas un rôle important? Et donc je voudrais effectivement avoir votre point de vue. Puis juste une toute petite dernière question, mais c'est un petit peu de sien. Vous avez l'air de vous placez tous sous effectivement les références anglo-saxonnes, mais je croyais avoir compris que en France, il y avait quand même un certain nombre de critiques sur les évolutions effectivement de la psychiatrie anglo-saxonne et sur le fait qu'on était de plus en plus dans le comportemental et effectivement dans les médicaments et dans les nouvelles technologies. Donc, est-ce que ça se joue aussi à votre niveau? Merci Philippe. Culpabilité déjà. Je vais me tourner vers vous peut-être pour le CIR et puis vers vous pour les ONG.